Voilà, bonjour à tous, on va faire le cours du chapitre, hein. Vous allez voir que ça va se faire... le chapitre n'est pas très long, donc on va pouvoir traiter tout en une seule vidéo. J'attire votre attention sur le fait que ce qui va suivre, vous ne pouvez en tirer profit, ne le comprendre que si vous avez fait sérieusement l'activité de fluctuation, activité 1, qui est à faire pour aujourd'hui. Voilà. Alors, première chose, on va se mettre d'accord sur des éléments de vocabulaire, donc la notion d'échantillonnage. Il arrivera dans ce chapitre qu'on s'intéresse à la proportion d'individus ayant une caractéristique donnée dans une population très importante. Waouh! On va voir concrètement dans des exemples en dessous ce que ça donne. On est alors souvent dans l'impossibilité d'interroger tous les individus de cette population puisqu'elle est très importante. Et donc on va se contenter de déterminer la proportion des individus ayant la caractéristique en question, non pas dans la totalité de la population, mais dans un gros échantillon de la population. Voilà, et dernier élément important, la proportion des individus ayant la caractéristique donnée dans l'ensemble de la population, on va prendre l'habitude de l'appeler P. P comme population. Et puis la proportion des individus ayant la même caractéristique, mais ce coup-ci dans l'échantillon, on va prendre l'habitude de l'appeler F. Voilà. Bon, donc ça sera toujours P pour la population et F pour l'échantillon. Donc ça, faut le mémoriser. Bien, alors on va relire ces phrases dans le cas de 3 exemples pour comprendre ce que ces phrases veulent dire. D'abord, la population, dans un premier cas, c'est les Français en âge de voter. Ah bah, ça en fait pas mal des Français en âge de voter. Voilà. Et donc, je m'intéresse, la caractéristique donnée, c'est quelle est la proportion de ceux qui vont voter pour Monsieur X aux prochaines élections. Alors, si je veux interroger toute la population, il faut que je téléphone les je ne sais pas combien de millions de Français en âge de voter, que je leur demande s'ils veulent voter pour Monsieur X ou pas, et puis je coche sur une liste, et voilà. Et ça va coûter cher en téléphone, et ça va coûter cher surtout de trouver des gens qui veulent bien téléphoner à tous les Français. Donc, vous voyez que personne ne peut faire ça. Donc qu'est-ce qu'on fait du coup? Eh bien, on va choisir 1000 électeurs. Alors, quand je dis au hasard, en fait, les instituts de sondage font ça bien, donc ils choisissent pas tout à fait au hasard, ils essayent de trouver un échantillon d'électeurs représentatif de l'ensemble des Français. Donc il va y avoir des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des Français de souche et des Français pas Français depuis longtemps. Il va y avoir des riches, des pauvres. Il va y avoir, enfin vous voyez un peu, bon, des Français de la rue du Plateau Saint-Antoine et des Français qui viennent de Sarcelles. Voilà. Donc voilà. Alors, P ici, c'est quoi? C'est la proportion sur l'ensemble des Français en âge de voter de ceux qui vont voter pour Monsieur X. Et F, c'est la proportion sur les 1000 électeurs choisis au hasard, sur l'échantillon, de ceux qui vont voter pour Monsieur X. Voilà. Deuxième exemple, je m'intéresse aux baguettes de 250 grammes qui sont dans la boulangerie juste en dessous de chez moi. Bon, il se trouve que ça m'arrive de les peser parce que je les trouve parfois un peu légères et que régulièrement j'en vois qui font moins de 230 grammes. Voilà. Alors je voudrais avoir la proportion de celles qui font moins de 230 grammes pour aller râler auprès de mon boulanger. Bon. Je vais avoir du mal à peser toutes les baguettes de 250 grammes que ce brave boulanger ou que cette brave boulangère a fait depuis qu'il a ouvert sa boulangerie, pour une raison très simple, c'est que la plupart de ces baguettes, elles ont été mangées. Donc on n'y aura pas accès. Voilà, donc ne pouvant pas interroger toute la population, et vous avez vu que les individus, ici, ce n'est pas des personnes, c'est des baguettes. D'accord? Eh bien, je vais plutôt me regarder les 100 dernières. Voilà, je vais les peser et la proportion de celles qui font moins de 230 grammes sur les 100 dernières, je veux dire que ça ne doit pas être très éloigné de la proportion des baguettes en général. Voilà. Donc ici, P, ça va être depuis que le boulanger a ouvert la boulangerie, la proportion des baguettes qui faisaient moins de 230 grammes.
Et puis F, ça va être sur les 100 derniers jours où j'ai acheté une baguette, eh bien la proportion de celles qui pèsent moins de 230 grammes. Voilà, P dans l'ensemble de la population, F dans l'échantillon. Et puis, troisième cas de figure, je m'intéresse au lancer de dés et je cherche à regarder quand est-ce que j'ai un 6. Hein. Alors là, ça va être aussi très compliqué parce que la population, c'est l'infinité des lancers de dés que l'on a fait depuis le début, depuis l'invention des dés jusqu'à la fin du monde. Et il y en a beaucoup, c'est une infinité. Hein. Donc, la probabilité d'obtenir, ça va pas être possible de lancer une infinité, de lancer un dé une infinité de fois. Hein. Donc, l'échantillon, ça va être, on va prendre par exemple 100 lancers de dés, ou on va en prendre 1000. Hein. Bon, ça dépend de la patience et du temps qu'on a devant nous. Voilà. Donc, là encore, P, c'est la proportion des 6 dans l'infinité de lancers de dés. Et F, ça va être la proportion des 6 dans les 100 lancers de dés que je vais faire et que je vais appeler mon échantillon. Voilà. Remarque, dans ce chapitre, la caractéristique qu'on étudie est toujours une caractéristique en vrai ou faux. Deux possibilités. Hein. C'est soit on vote pour Monsieur X, soit on ne vote pas. Soit la baguette, elle pèse moins de 230 grammes, soit elle pèse pas moins de 230 grammes. Soit j'ai un 6, soit j'ai pas de 6. D'accord? Deux possibilités, hein, c'est du oui ou non à chaque fois. Bien. Alors là, on a précisé ce qu'on entendait par échantillon, et puis cette histoire de proportion qui s'appelle P si c'est dans la population totale et F si c'est dans l'échantillon. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la fluctuation. Alors, si je fais plusieurs échantillons de même taille, par exemple, je ne lance pas seulement une seule fois 100 dés, et je regarde la proportion des 6, mais je peux lancer une première fois 100 dés, je regarde la proportion des 6, je l'appelle F1, je lance une deuxième fois 100 dés, je regarde la proportion des 6, je l'appelle F2, je fais une troisième fois, je l'appelle F3. Eh bien, est-ce que F1, F2 et F3 vont être rigoureusement égaux? Ben non. Ils ne vont pas être très éloignés les uns des autres, mais ils ne sont pas rigoureusement égaux. Les valeurs de F observées varient, hein, et on se doute intuitivement qu'elles varient autour de P. Il y en a qui seront un peu plus grandes, d'autres un peu plus petites. Bon, voilà. Donc ce phénomène de F qui va osciller, qui va varier, c'est ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage qui a donné son nom au titre du chapitre. Et il y a une loi très célèbre de probabilité qui s'appelle la loi des grands nombres, vous devez connaître ce nom, qui dit que plus je prends des échantillons très grands, plus les fluctuations entre les différentes valeurs de f que je vais obtenir sont petites. Alors parmi nous, il y a ceux pour qui c'est évident ce que je suis en train de dire, et puis il y en a pour qui auraient pensé que c'était le contraire. Bon ben voilà, on va faire des exemples, on va voir dans les exercices que en fait ça marche bien, hein, cette loi des grands nombres. Voilà. Et du coup, si les fluctuations entre les différentes valeurs de f que je vais trouver sont très petites, ça veut dire qu'en fait, chacune de ces valeurs de f nous donne une bonne idée, nous permet d'estimer avec précision la valeur de p. Et ça, c'est très intéressant. Je ne suis pas capable de calculer p, mais j'en ai une bonne idée en prenant une des valeurs de f. Voilà. Donc ça, c'est la loi des grands nombres. Il faut, pour que les fluctuations soient petites, pour que chaque valeur de f me donne une bonne idée de la valeur de p, il faut que les échantillons choisis soient très grands. Voilà. Et les mathématiciens ont fait mieux que ça. Ils ont été capables d'écrire cette formule qui permet d'estimer l'erreur que l'on fait en confondant f et p. D'accord? Donc quand on estime p en disant p doit être très près de f, l'erreur que l'on fait, c'est l'écart f moins p. Alors f moins p si c'est f le plus grand, et puis ça sera p moins f si c'est p le plus grand. D'accord? Et pour que cette erreur soit toujours un nombre positif, on va utiliser les deux barres verticales. Là, vous vous rappelez ce que c'est? C'est une valeur absolue. D'accord? Donc valeur absolue de f moins p, c'est tout à fait égal à la valeur absolue de p moins f. Hein. C'est le plus grand moins le plus petit dans ces deux nombres. Voilà. Donc, les mathématiciens ont montré que cette erreur, dans l'énorme majorité des cas, à peu près 95% des cas, elle est inférieure ou égale à 1 sur racine de n. Et là, regardez ce qui est intéressant, c'est que plus n est grand, plus racine de n est grand,
plus 1 sur racine de n est petit, proche de 0. D'accord? Et donc, plus l'erreur que l'on fait en prenant f pour p devient insignifiante. Voilà. Donc ça, c'est un résultat qui est vraiment intéressant. Bien. Dans les exercices du chapitre, du coup, concrètement, on va partir d'une situation concrète qui est issue du hasard. L'avantage des situations issues du hasard, c'est que je peux les simuler assez facilement avec Python, donc que je sois sur calculatrice ou sur ordi. Et je peux ainsi vérifier cette fameuse loi des grands nombres, et notamment la formule qui était... Voilà, qui était ici, hein. Je peux la vérifier, cette formule, en faisant des expériences. Alors, en Python, c'est cette première colonne qui m'intéresse. Donc, les deux fonctions random et randint sont tirées du module random, et donc il faut préciser en début de script, hein, le from random import étoile. Et ensuite, je peux utiliser ces deux fonctions. Celle-ci, donc vous voyez avec parenthèse, il n'y a rien à l'intérieur des parenthèses et je ferme la parenthèse. Eh bien, elle va me retourner un nombre aléatoire compris entre 0 inclus et 1 exclu. Et puis celle-ci, on l'a déjà rencontrée, elle me donne un entier aléatoire compris entre 1 et 6, les bornes étant incluses, et il y a autant de chances d'avoir le 1 que le 2, que le 3, que le 4, que le 5, que le 6. Voilà. Bon. Alors, Texas, on ne s'y intéresse pas, vous n'avez plus de Texas. En revanche, le tableur, eh bien, vous voyez qu'on peut aussi les obtenir avec un tableur genre Excel ou LibreOffice Calc. Si je tape égal aléa, parenthèse, parenthèse, eh bien, ça va me retourner un nombre décimal compris entre 0 inclus et 1 exclu aléatoire. Et puis, si je fais égal aléa point entre point borne au pluriel, 1,6, eh bien, je vais avoir la même chose que le randint 1,6. Voilà, et bien à très bientôt pour faire des exercices et vérifier tout ça.